Bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine, mesdames, messieurs. Votre émission Info 7 reçoit ce jour le professeur André Mbata, qui est premièrement d'abord député national, vous le connaissez très bien, mais il est également président de la commission PAJ à la Chambre basse du Parlement, un membre influent, je me permets de le dire, de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir, merci pour avoir eu l'occasion de m'inviter. Votre premier passage dans l'émission Info 7, hein? Oui, c'est mon premier passage, je découvre l'émission. J'espère qu'on va passer un bon moment et que vos nombreux téléspectateurs vont apprécier. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs. Professeur André Mbata, c'est une question des internautes qui estiment que depuis que votre parti, l'UDPS, est au pouvoir, le professeur a mis de côté l'enseignement parce que de temps en temps, on les voyait partir en dehors du pays, mais depuis un temps, il est devenu plus que combattant. Ça, c'est ce que précisent les internautes. Non, mais il faut suivre. C'est le temps de coronavirus. Donc, je garde mes enseignements à l'université de Kinshasa. Mes étudiants ont passé l'examen la semaine passée, je suis en train de corriger. Et pour l'Afrique du Sud, il y avait j'avais pris 6 mois en réalité, donc je repars bientôt. Donc mes étudiants ils ne se plaignent pas, ils sont en dehors du pays, ils sont nombreux, et je continue à m'occuper des thèses à l'Université d'Afrique du Sud où je reste professeur de recherche. Le numéro 1 de Congo Web Télévision souhaite un heureux anniversaire au président de la République, bonheur, prospérité et succès. Un message signé Gabriel Chabani. Une occasion aussi pour vous, professeur Mbata, de souhaiter quand même des vœux le meilleur au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Absolument. Félix Tshisekedi, notre président de la République, c'est une chance pour la nation. Il est président de la République. Vous savez, on ne devient pas président au hasard. Et pour ceux qui aiment Dieu, ils sont nombreux. Toutes ces choses sont prévues aussi c'est le destin. C'est Dieu qui veut qu'à un moment donné, quelqu'un soit président de la République. Et nous profitons de cette occasion pour lui présenter tous nos vœux au service du peuple congolais, comme nous disons à l'UDPS et à l'Union sacrée maintenant. Toutes les bonnes choses au service du peuple et du peuple d'abord. Éruption volcanique dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'insécurité, pas facile pour le président de la République. Pas facile, mais c'est pour cela qu'il a été élu. Et puis, c'était prévisible. On ne devient pas président de la République pour travailler dans la facilité. On était déterminé, on le savait à l'avance, que ce pays vient de très loin. Il a été détruit pendant de nombreuses années. Il a été détruit. Il a été détruit. Et il a quand même été géré par géré, mais mal le régime géré. Kabila. Mal géré pendant de très nombreuses années, pendant des décennies, et vous n'allez pas tout rebâtir en un jour. Donc ce pays vient de très loin, nous venons en réalité des décombres, et vous savez la tâche qui vous attend, la tâche qui nous attend encore, nous sommes loin du tunnel. Nous devons travailler dur parce que nous avons hérité d'un pays mal géré, un pays quasi inexistant pour d'autres, un pays qui ne pèse plus sur l'échiquier international. Nous avons hérité d'un pays dont le peuple continue à vivre le même paradoxe. Donc le peuple, l'un des peuples les plus pauvres de la planète, habitant l'une des terres les plus riches du monde. Mais certains observateurs estiment que depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, pas toujours des signaux forts et la population commence à retirer la confiance qu'elle avait quand même accordée à votre parti, le parti au pouvoir, l'UDPS. Bon, je crois, madame, vous êtes une grande journaliste. La population commence à retirer confiance. Certains observateurs. Qui sont certains observateurs? Non, certains observateurs, qui sont-ils? La population a grandement foi en Félix Tshisekedi, en l'Union sacrée de la nation. Et la population est confiante. Et le thermomètre, c'est cela vers les élections qui viennent que nous sommes déterminés à gagner. Lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de signaux forts du côté social de la population. Je vous dis d'où on vient. Quand on vient des décombres, je vous ai dit, nous avons hérité de quel pays nous avons hérité. C'est ainsi que le premier pas, vous n'allez pas le remarquer. Lorsque vous trouvez quelqu'un, pendant des décennies, ce pays a été pillé et nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Les ressources nationales ont été privatisées, donc le pays a été géré en fait comme un bien des dirigeants. Quand on vient des décennies bien privées des dirigeants,
et de ceux qui sont là, de la classe politique au pouvoir. C'est pas ce qu'on remarque aussi avec le pouvoir actuel. Le pays n'est pas aussi dirigé comme un bien. Non, non. On sort d'un trou. C'est difficile de voir immédiatement. Mais je suis sûr que dans les 2 années qui restent, tous les efforts seront faits pour qu'on voit la différence. Et dans tous les cas, on ne va pas les battre. Dans 3 ans, vous n'avez pas fait quelque chose et vous espérez faire dans 2 ans. Non. Maintenant, l'Union sacrée, nous n'étions pas... On était obligés par la force des textes d'être en coalition avec le FCC. Et vous savez, l'Union sacrée de la nation, vous avez suivi tous les discours que le président a fait. Vous savez vous-même, madame, pourquoi l'Union sacrée de la nation est née. Vous avez suivi tous les discours du président de la République au sujet de l'Union sacrée pour la nation. Donc ce n'est pas vous qui allez me poser cette question sur ce qui existait avant. Madame, Messieurs, place à présent au premier dossier de la semaine. Cette 3e vague, causée par des variants indiens et sud-africains, s'avère dangereuse et touche déjà des familles à Kinshasa. Au regard du dernier bulletin de la situation sanitaire fournie par la coordination des prises en charge des personnes atteintes de Covid-19 en République démocratique du Congo, les services compétents confirment que la situation épidémiologique est entrée dans une phase alarmante depuis le mois de mai. Et la moyenne des cas par jour a quadruplé. Quinoises et Quinois, je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le port correct et obligatoire des masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise des températures avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le marche public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard le commissaire provincial de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. Dans son ouvrage intitulé « Enfants sorciers et la psychanalyse », le docteur Didier Mavinga a montré à la face du monde que les sorciers n'existent pas comme l'affirment certaines personnes. Au cours de ces cérémonies riches en couleurs, ce livre a été baptisé par le directeur pays de l'UNESCO. Voici l'ouvrage très intéressant. Il faudrait l'acheter après le vernissage pour comprendre beaucoup de choses sur nos sociétés, surtout le Congo. Je voudrais donc baptiser ce livre en disant que puisse cette approche psychanalytique lever le voile de croyances éculées et que ça puisse amener la lumière sur ce phénomène qui est un gros problème en Afrique. À cet effet, la chef de division Culture et Art a trouvé des mots justes pour s'exprimer. Vous comme moi avons appris le bien fondé des méthodes appliquées par l'auteur et ces différentes techniques nous permettront de pénétrer l'univers des mythes autour de l'enfant dit sorcier. Dans le couloir, l'auteur est revenu sur la particularité de son ouvrage. La croyance existe, c'est notre patrimoine culturel, mais ce que le livre apporte, c'est que le sorcier, c'est une construction psychique. Le sorcier n'existe pas. Ça nous empêche d'aller beaucoup plus loin quand on pense que quelqu'un nous empêche de faire ce que nous aimerions faire. Ce qui a été mal fait dans l'enfance, ça peut se réparer. Il y a des hommes, des femmes qui sont là pour leur venir en aide, pour que ce soit des adultes comme d'autres adultes. Sur place, quelques participants se sont procurés cet ouvrage de plus de 200 pages, déjà déposé à la librairie. Livre pour le Grand Lac. Les livres étaient sur le marché, mais vous allez les retrouver après la Béatrice Sauter.
La librairie d'abord de référence, c'est livre pour le Grand Lac, avec les deux antennes. Une antenne sur le boulevard du 30 juin, non loin de la régie des eaux. Et l'autre antenne que nous appelons l'antenne des Andos sur Tombambaye, en face de la TNT. Troisième vague de la Covid-19 annoncée déjà en République démocratique du Congo. Professeur André Mbata, le respect des gestes barrières pose toujours problème en RDC, particulièrement dans la capitale congolaise. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois que c'est un problème. Le coronavirus apporte avec lui plusieurs conséquences néfastes pour la population, notamment en termes de décès, en termes de toutes les conséquences sanitaires qui en découlent. Mais ce qui est important, c'est de suivre les recommandations qui sont faites par les médecins, c'est-à-dire respecter notamment la distanciation, il faut porter les cache-nez ou autres. Malheureusement, comme vous l'avez dit, notre population ne suit pas toujours ces mesures-là. On le voit, on voit des attroupements, les gens continuent à se promener ou à vivre comme si nous étions en dehors de ces temps-là de coronavirus. Les autorités aussi ne respectent pas les gestes barrières. Absolument, mais vous avez raison. Vous avez raison, ça s'applique à toute la population, non pas seulement des autorités, mais tout le monde. Mais ils devraient quand même prêcher par l'exemple. Ils devraient prêcher par l'exemple, il va de leur vie, il va de la vie des familles, il va de la vie de toute une nation. C'est pourquoi le président de la République a annulé certaines activités, tout simplement aussi pour prévenir. Et le président de la République, c'est le garant de la nation. Et c'est ainsi que, par exemple, les manifestations qui devaient avoir lieu le 30 juin 1960 2021 pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance ont été carrément renvoyées à une date ultérieure. Kinshasa est l'épicentre de la maladie. Steve Mbikaï propose le confinement de la capitale congolaise. Êtes-vous d'accord avec lui? Bon, ça dépend, il peut avoir raison. Mais dans une situation comme celle-là, il faut interroger les spécialistes de la question. Il faut interroger les médecins qui doivent nous dire, par exemple, actuellement, quel est l'état réel du coronavirus, quel est l'état de contamination et quelle est la nature ou même la hauteur des menaces qui pèsent sur la population. Eh bien, s'ils arrivent à la conclusion qu'il faut confiner la ville, il le faudra bien. Parce qu'ailleurs, on l'a vu, dans certains pays, certaines villes, le confinement a été décidé. Je crois que ce n'est pas une réflexion qu'on peut rejeter d'un revers de la main. Il faut interroger les spécialistes, les responsables de la santé qui peuvent, évidemment, lorsque c'est nécessaire, qui peuvent recommander une telle mesure de confinement aux autorités de la République. Enfant sorcier et la psychanalyse, c'est un nouveau-né dans le monde scientifique. Vous êtes professeur et il s'agit d'un ouvrage du docteur Didier Mavinga. Quel est aujourd'hui le regard qu'a le professeur Mbata sur la sorcellerie? Bon, la sorcellerie, il y a eu beaucoup d'écrits sur la sorcellerie. Beaucoup. On parle d'esprit, des mauvais esprits. Bon, il y en a qui pensent que la sorcellerie existe. Et d'autres sont d'avis qu'elle n'existe pas. C'est le cas de médecin qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas s'il est psychanalyste également. Effectivement, il est. Oui, il y en a qui pensent que c'est seulement un phénomène propre aux pays sous-développés. Mais il y en a qui pensent aussi dans des pays développés que la sorcellerie existe. Même aux États-Unis, même en France. Donc c'est un sujet qui continue à attirer pas mal de discussions. Et toujours est-il que dans notre société, la sorcellerie est reconnue comme un fait qui existe dans nos sociétés traditionnelles, dans nos villages et même en ville. Allez dans les églises, vous allez régulièrement dans les églises, vous voyez des pasteurs en train de prier pour enlever l'esprit de sorcellerie. Donc la sorcellerie, elle existe. Ah, vous contredisez l'auteur qui a démontré que la sorcellerie n'existe pas, les sorciers n'existent pas. Bon, mais je suis un scientifique. Lorsque vous avez des églises, on vous parle de la sorcellerie. On prie, il y a même des témoignages. Il y a même des témoignages. Et je crois, il y a un auteur bien connu, un théologien, c'est le père Lufuluabo, disparu. Actuellement, il est décédé depuis quelques années. Le père Lufuluabo a fait des études très intéressantes, lui. Un père, je crois, un dominicain, un religieux donc, un prêtre catholique. Il a fait des études, lui, a pu démontrer que la sorcellerie existait. Évidemment, pour le faire, il faut entrer dans le monde des sorciers. Si vous ne savez pas pénétrer le monde des sorciers, vous ne serez pas ce qui se passe.
Mais je crois qu'il n'y a pas que le père Lufuluabe, il y a aussi Batumenga qui doit avoir écrit sur la sorcellerie. Je crois que c'est un fait qui existe. D'après tout ce qui se lit, tout ce qui est écrit, tout ce qu'on voit dans les manifestations de la vie courante, dans une famille, quand ça ne va pas, on vous dit que c'est la sorcellerie. Et c'est comme ça, c'est courant dans la ville. Donc il faut vraiment beaucoup de temps pour convaincre les gens que la sorcellerie n'existe pas. Voilà, mesdames, messieurs, prenons à présent cette rubrique qui revient sur les activités menées à la Chambre haute du Parlement. Je vous laisse donc suivre ce dossier. Les sénateurs Alexis Thambwe Mwamba et Éric Groubouillet sont désormais dans le collimateur de la justice congolaise. Un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sollicite auprès du Sénat l'autorisation de mener des actions à charge contre cet ancien président du Sénat et son questeur. Tous deux reprochés des détournements de deniers publics. Les sénateurs Alexis Thambwe Mwamba et Groubouillet Akizimwami, en leur qualité de co-signataires des comptes bancaires du Sénat et gestionnaires des fonds mis à leur disposition, doivent justifier la destination de dollars américains 9 248 885,40 et francs congolais 2 780 675 623. Après consultation, l'Assemblée plénière a jugé du renvoi de ce dossier au sein de la commission spéciale pour une profonde étude. S'agissant de la seule candidature retenue pour l'élection du premier vice-président du Sénat, les sénateurs Eric Makangou fustigent cette manière de faire les choses. Pour ces sénateurs dont la candidature à ces postes a été rejetée, il s'agit bel et bien d'une violation des textes. Nous sommes surpris, on est indépendant, on dépose notre candidature, elle est rejetée. Les raisons ne sont pas avancées, alors pour cela, nous avons fait introduire notre recours. Vous avez suivi en plénière ici, où nous avons abordé la question de manière à ce que justice soit faite et que nous serons rétablis. Nous sommes deux sénateurs. Laissez-nous nous battre, que chacun puisse choisir qui il veut. Voilà, il ne faut pas frustrer les collègues, il ne faut pas frustrer la démocratie parce que chacun a ses droits. Voilà. Ici est par ailleurs de noter que l'adoption de la proposition de loi organique modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur la CENI a été renvoyée à une date ultérieure, le temps pour la commission PAJ d'examiner les amendements formulés. Vous avez tous suivi les déclarations faites par M. Israël Mutombo disant que moi, Barnabé Kikayabin Karoubi, je détiens par devers moi une carte de crédit Visa qui est liée au trésor public. Ces déclarations sont de nature à entamer ma réputation d'homme politique et elles ont été faites de manière violente au point de provoquer un assassinat politique, n'est-ce pas, de ma personne. Alors, je suis venu ici en justice accompagné de mes avocats conseils, pour que M. Israël Mutombo vienne présenter les preuves de ce qu'il avance. D'ores et déjà, je peux vous dire que toutes ces déclarations sont fausses et archi-fausses. Je n'ai jamais utilisé une carte de crédit liée au trésor public en dehors des fonctions que j'ai occupées pour servir le pays. Voilà, je ne peux pas en dire davantage parce que nous venons d'ouvrir un dossier ici. Nous attendons de répondre devant le juge. Plusieurs sénateurs sont dans les viseurs de la justice. Professeur André Mbata, la population se pose plusieurs questions, notamment celle de savoir quelle est la procédure pour la levée des immunités de ces sénateurs qui sont réclamés par la justice. On a entre autres le sénateur Matata Mpogno, on a également Alexis Thambwe Mwamba qui est ancien président de la Chambre haute du Parlement. Mais pourquoi ça traîne, la levée des immunités? Bon, je crois que la procédure est prévue par la Constitution. Si vous voyez l'article 107, il est clair que pour poursuivre, arrêter
un membre du Parlement, c'est-à-dire un député national ou un sénateur, il faut l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et sans cette autorisation-là, le parquet ne peut pas progresser. Et effectivement, il faut aussi distinguer deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'autorisation d'instruction. Là-bas, quelqu'un reste sénateur ou bien il reste député national, il va répondre. Mais si les faits sont établis, le parquet va demander à la chambre à laquelle il appartient, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Sénat, à ce moment-là, le parquet va demander la levée des immunités. Mais on n'en est pas encore là. On en est à l'autorisation. Ici, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes un État de droit, où l'objectif visé par la Constitution congolaise... Nous sommes un État de droit. C'est l'objectif. Les Congolais ont toujours voulu être un État de droit. C'est l'article premier de la Constitution. La RDC est un État de droit démocratique. Et c'est à l'infinité. C'était à l'indicatif. Ce n'est pas au futur. Alors, c'est ça l'objectif qui a toujours été souhaité recherché plutôt par le constituant. Dans un tel État, personne n'est au-dessus de la loi. Je crois que si j'étais à la place, je n'aurais pas besoin d'une autorisation. J'irais me défendre. Parce que ça ne sert à rien. Parce que votre honneur est déjà souillé. Vous avez géré la nation, il vous est reproché d'avoir détourné les deniers publics. Mais allez à la justice. Vous devez répondre. C'est comme toutes ces affaires de cartes de visite. Si vous êtes innocent, attendez calmement. Pourquoi s'agiter? Attendez. Si à un moment donné, la justice, vous êtes convoqué, vous êtes invité par le parquet, allez vous défendre. Voilà donc ce qui se passe. Mais voilà, vous avez la preuve, à travers les personnes que vous venez de citer, comment l'ancien régime a géré un peu la chose publique. Des personnes qui se présentaient comme des maîtres de la bonne gestion. Cravate blanche, cravate rouge, le cadre macroéconomique. On a raconté des choses dans ce pays, hein, comme des modèles de bonne gestion, et finalement, on est en train de voir un peu plus de lumière. Que tous ceux qui donnaient des leçons, ne pouvaient pas nécessairement en donner. Mais il faut préciser, ils sont encore présumés innocents. Ils sont présumés innocents, jusqu'au moment où ils seront prouvés coupables. Alors, comme ils sont présumés innocents, ils doivent se défendre. Ils doivent se défendre. Mais la population estime également que l'Assemblée nationale et le Sénat, aujourd'hui, sont devenus des refuges pour des voleurs, des détourneurs de deniers publics. Non, pas nécessairement. Le problème, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat fonctionnent suivant la Constitution et suivant le règlement intérieur. Ce sont des textes. Un État de droit, c'est celui qui est régi par les textes. On parle d'un État de droit. Il faut aussi que pour prendre une décision, l'Assemblée nationale ou le Sénat se conforment à ces textes. Mais vous avez suivi le cas de Matata Ponyo et des autres. Il a été soumis à une commission. En fin de compte, je suis persuadé que le Sénat va autoriser le parquet à poursuivre ces parlementaires. Même chose à l'Assemblée nationale. Il a été créé une commission spéciale qui doit travailler pendant un certain temps. Au bout du compte, je crois que l'Assemblée nationale va autoriser le parquet à poursuivre ces députés nationaux qui sont présumés auteurs d'infractions. Certaines personnes estiment que la démarche, telle que vous l'avez évoquée tantôt, qui est prise en compte par les règlements et d'autres documents, c'est une longue démarche. Est-ce que vous n'envisagez pas peut-être mettre en place d'autres dispositions pour permettre à la justice de faire quand même son travail le plus vite possible? Moi, si j'étais à la place de Matata Ponyo, je n'attendrais même pas la décision du Sénat. J'irais de moi-même. Et d'ailleurs, l'intéressé, il a toujours dit qu'il était innocent, qu'il n'a rien à se reprocher. Je n'attendrai même pas parce que vous n'êtes pas tenu d'attendre l'autorisation. Vous pouvez y renoncer, vous pouvez dire moi je veux moi-même. Et vous pouvez demander à vos collègues de vous libérer. Donc, Matata Ponyo qui a géré ce pays pendant plusieurs années comme Premier ministre, ministre des Finances, il était d'abord à la BCECO, on ne sait pas non plus maintenant, il est présumé, il est toujours innocent pour des actes délictueux commis dans l'exercice de ses fonctions de membre du gouvernement. Il a toujours dit qu'il est innocent, eh bien, croyons qu'il est innocent, mais qu'il ne fasse pas retarder la procédure. Il peut aller de lui-même, il peut comparaître de lui-même.
Comment voyez-vous la démarche de certains proches de l'ancien régime, le régime de l'ancien président Joseph Kabila Kabange aujourd'hui, qui sont allés devant la justice contre Israël Mutombo, qui a informé l'opinion congolaise sur cette affaire des cartes des visas? Comment voyez-vous aujourd'hui la démarche notamment de Kikaya-Bin Karoubi et de l'ancien ministre des Finances, Sélé Yalagouli? Moi, je trouve que c'est une agitation inutile. Agitation inutile? Oui, pourquoi poursuivre un journaliste? Ce serait dans mon cas, je ne mènerai pas un procès contre un journaliste. Je dirais que je suis innocent, je n'ai pas de carte, ça se limite là. Qu'est-ce que vous recherchez? Que le journaliste qui fait son travail... Il avait quand même son honneur, qu'il estime aujourd'hui être terni. Mais je laverai mon honneur lorsque je voudrais que je suis innocent, je n'ai jamais eu une carte. Ça suffit. Vous voulez que les journalistes, ils soient condamnés, qu'ils vous paient des dommages et intérêts? Non. Je serai dans la même situation, madame. Je ne porterai pas plainte contre un journaliste. Je dirai tout simplement, j'attendrai mon tour, je serai calme. Je dirai, je n'ai jamais eu une carte. Pourquoi s'agiter? Parce que à force de s'agiter, on risque de s'attirer trop de soupçons sur soi-même. Donc, c'est ça, c'est... Du moins, tous ces cas, comme vous le dites, ils sont encore présumés innocents, mais ce sont des cas de l'ancien régime. Ça vous donne une idée de la façon dont nous étions gérés pendant plus de 20 ans. Évidemment, ils sont encore innocents. Il faut que la justice poursuive son cours. Affaire carte visa, peut-on dire aujourd'hui que l'ancien régime est le symbole de la dilapidation des fonds de l'État? Mais vous en avez au moins, en attendant, vous en avez la preuve. Quelle que soit la situation, parce que, et là aussi, je crois qu'il faut féliciter le gouvernement de l'Union sacrée. Et il faut féliciter Félix Tshisekedi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Vous pouvez vous imaginer que pendant des années, et vous êtes dans les médias, vous, tous ces journalistes d'investigation, ils ne pouvaient pas se rendre compte qu'il y avait des gens, et je ne cite pas celui qui est intervenu, parce qu'ils sont présumés innocents, je parle d'une façon générale. Tous nos journalistes d'investigation ne pouvaient pas voir le feu, que des individus étaient en train d'avoir des cartes de visa de 50 000 $. Évidemment, il a fallu que le gouvernement de l'Union sacrée soit là. Et parce que c'est lui qui écrit, c'est qui? C'est le ministre des Finances. Mais il faut parfois féliciter les gens quand ils font le travail. C'est le ministre Nicolas Kazed qui écrit au gouverneur de la Banque centrale. Je n'ai pas vu. Je n'ai vu nulle part où on le félicite. C'est le ministre des Finances qui découvre ça. Pourquoi on ne le félicite pas? Non, madame. C'est ça les preuves que nous étions mal gérés, vraiment mal gérés, et que c'était le gaspillage, c'était la gabegie financière. Tous ces beaux mots-là, ces discours, ça ne valait rien. C'était pour s'enrichir. Les gens s'enrichissaient pendant que le peuple continuait à croupir dans la misère la plus noire. Donc voilà, vous avez au moins une vision, ça vous donne une idée. Évidemment, on attend des preuves, on attend les procès, mais ça vous donne une idée déjà de la manière dont nous avons été gérés pendant plus de 20 ans. Si la justice arrivait à affirmer que cette histoire est vraie, est-ce que le gouverneur de la Banque centrale doit également être interpellé? Absolument, non seulement le gouverneur de la banque, mais tout le monde. Si la justice, s'il est établi que toutes ces personnes ont été impliquées, ils n'ont pas d'autre place qu'à la prison de Makala. Parce que vous... Et puis, madame, est-ce que vous pouvez vous imaginer que tout ça au Congo, ça ne se traite qu'en termes de millions? Il n'y a que des millions. Nous sommes le seul pays où on ne détourne que des millions. Et tout ça... Et quand on donne au pays 2 000 $, 5 000 $, on applaudit. On applaudit. Entre-temps, on est en train de détourner des millions. On applaudit, alors que vous détournez des millions. Et voilà. Donc, c'est là que la société civile, et on en parlera tout à l'heure, que vous devrez, vous des médias, la société civile devait être active dans... Nous devrions avoir des véritables... Mais les médias font toujours leur travail, on dénonce. Il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire. La justice également doit faire son travail. Et puis, parmi ceux qui sont incriminés, mais il ne doit pas y avoir, déjà se comporte un peu comme une association de malfaiteurs. Parce que c'est tel qui est poursuivi, vous allez trouver tel pour le protéger. Donc vous avez les délinquants se protègent. Et des gens, même dans la classe politique, ils se comportent comme une association de malfaiteurs. Parce que il est de votre parti. Parce qu'il est de votre courant politique. Mais ces voleurs, on le retrouve également dans votre camp. Non. On le pour la démocratie et le progrès social. Non, on ne le retrouve pas à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes en train de le protéger aussi. Non. À l'Union, à l'UDPS, nous sommes toujours de la vérité. Et vous avez vu, nos combattants eux-mêmes, vous avez parlé de combattants, ils ne sont pas tendres vis-à-vis de nous-mêmes.
Vous les connaissez très bien, nos combattants. Ils ne sont même pas tendres vis-à-vis de nos ministres. Ils ne sont même pas tendres vis-à-vis de nos députés. Nous avons des comptes à leur rendre. Et ils savent même lever la voix contre le chef de l'État. C'est ça l'UDPS. C'est ça la démocratie. Vous ne verrez pas dans un autre parti où des combattants en train de tirer à bout rouge sur leurs représentants, sur leurs députés, sur leurs ministres. Ça, vous ne trouverez qu'à l'UDPS. Et à l'Union sacrée, nous sommes là, il n'y a plus que l'UDPS. Il y a plusieurs partis qui ont adhéré à l'Union sacrée, c'est-à-dire aux valeurs qui sont défendues par l'UDPS et le président de la République qui est issu de l'UDPS. C'est que pour nous, c'est le peuple et le peuple d'abord. Quand vous détournez les millions de peuples, votre place est en prison. Quand vous détournez, vous voulez vivre bien, vous et votre famille, pendant que des millions meurent de faim, votre place n'est pas là où vous êtes. Votre place est en prison. Madame, Messieurs, prenons à présent cette rubrique, donc ce dossier qui revient sur la dernière sortie médiatique du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, et nous allons ainsi parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça aura été un rendez-vous important avec la population sur les bilans de l'état des sièges décrété dans l'Ituri et le Nord Kivu. 30 jours après, les FARDC ont pris les dessus sur les groupes armés. Tous les quartiers généraux des ADF en Ituri ont été conquis, soutient les porte-parole des FARDC. Tous les sanctuaires, toutes les places fortes, tous les quartiers généraux de l'ADF ont été démantelés, occupés. Dans la province du Nord Kivu, nous avons contrôlé et occupé toutes les places fortes de l'ADF et ces forces supplétives locales. Nous avons neutralisé 35 ADF, dont 14 étrangers. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, se félicite du fait que l'armée consolide son avance sur l'ennemi 30 jours après l'état des sièges. Les ADF n'ont plus des fronts connus. Ça veut dire qu'avec la puissance de feu de FARDC qui était déjà en opération avant la proclamation de l'état de siège, les troupes ont été mises en déroute. Et parce qu'ils ont été mis en déroute, ils s'adonnent à des actes terroristes. C'est parce qu'ils ne sont plus dans le coin où ils étaient au départ des opérations. Maintenant, ils se disséminent, ils se mettent dans la population. Et dans leur fuite, ils vont s'attaquer aux paisibles citoyens. De son côté, le porte-parole de la police nationale congolaise a soutenu qu'un appel a été lancé aux groupes armés pour qu'ils déposent les armes. Pour l'instant, les FDLR ne représentent plus un danger réel. Plusieurs d'entre eux ont rejoint les provinces avoisinantes et d'autres se sont éclipsés dans la population. Place des artistes au quartier Matongé, c'est ici où différents mouvements citoyens sous l'initiative de la jeunesse congolaise rénovée ont choisi de compatir avec les populations victimes de massacres et celles touchées par l'éruption volcanique à Goma. Moussa Kondé est président de la JCR. Il a pris la parole pour solliciter de tous la prière pour tous les morts des suites de massacres et de la catastrophe naturelle liée à l'éruption volcanique. Comme vous le savez tous, le léopard a été touché. Heureusement, le bébé léopard a réagi. Un corps sans vie n'a pas besoin d'argent, ni d'une aide financière, mais plutôt plus d'une prière pour le repos de son âme. Pour montrer que nous partageons la douleur qui règne au sein du cœur de nos frères, je demande à tout un chacun d'allumer son bougie et de mettre une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie si possible. À la tête de la dynamique pour la révolution du Congo, Trésor estime que le soutien de différentes organisations à cette journée de solidarité a été symbolique. Au nom et au compte de la STICSI que je représente ici, Dynamique pour la rénovation du Congo DXC, nous avions porté cela à cœur afin de venir manifester avec les camarades pour ce soutien à nos camarades. Et bien que le nombre ne fait pas la qualité, nous avions tant soit peu porté notre soutien de façon symbolique à nos frères et sœurs qui. Mais la jeunesse congolaise est rénovée, voudra se rapprocher des victimes dans les jours à venir, histoire de partager la douleur. Le mois de juillet
nous comptons faire une descente précisément à Bukavu pour assister ceux qui sont là-bas dans les camps, pour leur comporter une petite chose qu'on aura à main. Merci. A noter que cette journée de solidarité avec les victimes de massacres dans l'Est et celle de l'éruption volcanique à Goma a connu l'agrémentation des différents groupes culturels. Éruption volcanique dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Recherche scientifique était la semaine devant les députés nationaux pour s'expliquer autour de l'OVG. Professeur André Mbata, est-ce que vous êtes convaincu des explications reçues de la part du ministre de la Recherche scientifique? Bon, il faut d'abord dire que c'était un très bel exercice, encore possible, sous le régime de l'Union sacrée. Parce que le ministre, ce sont les députés, c'est la majorité qui interpellaient leur propre ministre. Même avec l'ancien régime, on voyait quand même aussi des ministres qui défilaient devant vous. Bon, ils ne défilaient pas trop. Ils ne défilaient pas trop. Ils ne défilaient pas trop. Donc, ils interpellent leur propre ministre pour qu'ils viennent rendre compte. Et le ministre, il y avait des inquiétudes parce que ce qui s'est passé à Goma ne pouvait laisser personne indifférent. Et il y a eu des morts d'hommes, c'était une situation vraiment catastrophique. Il fallait que le ministre vienne éclairer les représentants de la nation. Et il est venu, il a donné ses explications. Il a répondu aux questions de notre collègue qui a initié l'interpellation. Et l'Assemblée nationale a fait un certain nombre de recommandations, a pris un certain nombre de décisions en ce qui concerne la situation de Goma. Le ministre José Mpanda a fait savoir aux élus nationaux que l'éruption volcanique n'avait pas donné des signaux. Donc rien ne montrait qu'il devrait avoir cette catastrophe naturelle. Mais cela crée quand même des doutes au sein de l'opinion congolaise. Bon, ça dépend. Le ministre s'est basé effectivement sur les avis de certains experts. Il y a eu certains experts, volcanologues. Vous savez, moi je suis constitutionnaliste et je ne suis pas volcanologue. Donc il faut écouter les experts. D'après certains experts que le ministre a eu à écouter, c'était spontané. L'éruption volcanique n'avait pas de signes annonciateurs. Évidemment, c'est que notre collègue qui a interpellé a dit non. Il y avait aussi d'autres experts qui disaient qu'il y avait des signes. Mais on ne pouvait pas savoir quand l'éruption allait effectivement avoir lieu. C'est ça le problème. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Et de telles catastrophes, on les voit partout ailleurs. On les voit aux États-Unis. On voit des. Mais il y a quand même possibilité de prendre des précautions pour protéger la population. Il y a moyen et le gouvernement doit prendre des précautions. Mais pourquoi il y a eu quand même ce signe-là? Ouais. Pourquoi le ministère de la Recherche scientifique n'a pas tout mis en place pour sécuriser la population, si possibilité même? Non, il ne doit pas agir seul. Il faut dire que le gouvernement est intervenu dès que la chose a eu lieu. Là, c'est après. Oui, après. Mais en amont, comme ils étaient surpris, on a parlé de surprise, qu'il n'y avait pas de signe annonciateur. L'initiateur de cette interpellation a contredit le ministre. C'est basé sur certaines autres publications pour dire qu'il y avait plutôt des signes annonciateurs. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ce que je disais au départ. Dans tous les pays, une catastrophe naturelle reste une catastrophe naturelle. Et puis ce sont des phénomènes de la nature de Dieu. Donc Dieu peut nous surprendre. Même aux États-Unis, même ailleurs, effectivement ailleurs, on prend des précautions. Et même quand on prend des précautions, il y a toujours des précautions pour préserver les vies. Et il peut prendre des précautions, il a pris des précautions, mais il faut aussi tenir compte des moyens dont dispose la RDC. Et c'est quel budget? C'est quel pays où vous avez un budget de 3 milliards de dollars? Qu'est-ce que vous allez faire? Et ça pose, c'est ça la problématique. Et là, c'est avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Hein? Oui, c'est le budget dont vous parlez. Mais le budget, il vient d'où? Le budget vient, nous avons hérité, madame. Pourquoi vous ne voulez pas, vous voyez une génération spontanée? Je vous ai dit de quel trou on sort. De quel trou on sort? Vous n'allez pas juger Félix Tshisekedi aujourd'hui. On a pris un État vraiment à la on s'est estimé que la population va attendre 5 ans après pour juger. C'est maintenant que la population est en train de juger les actions de votre Le président vous a dit Kisaloumé Banda. C'est maintenant, on va jouer dans les 2 ans ici. Attendez, ne soyez pas pressés. Vous êtes en train de demander à la population de vous juger dans le temps. Nous ne demandons pas, la population elle-même comprend. C'est-à-dire quand on parle de la population, il ne faut pas non plus trop généraliser. La population, c'est qui? Vous faites partie de la population?
Je fais partie de la population. Donc il faut éviter cette tendance-là, surtout dans les milieux politiques, où vous réduisez le peuple à vous. La population, c'est moi la population. Qu'est-ce que c'est que la population, madame? Non. Donc il y a la population, parce qu'elle le fait, c'est parce qu'elle fait confiance. Vous n'attendez pas... Mais hier, vous étiez dans l'opposition, vous étiez en train de juger aussi les actions du régime Kabila. Oui. Et aujourd'hui, la population s'élève et vous voulez aussi défendre. La population s'élève. On revient à la même. Quelle population s'élève? Vous avez... en votant de l'opposition, vous n'avez pas eu ce discours. Mais non, il y avait... Nous marchions. La population a confiance. La population comprend. Vous n'avez pas vu l'avènement de l'Union sacrée de la nation. Comment il a été salué par notre peuple? L'Union sacrée de la nation. Donc il ne faut pas tomber dans ces discours-là populistes de certains politiciens. Évidemment, nos médias sont aussi non, mais hier, nous l'avions vu, l'opinion le sait très bien que hier, la population, c'est qui? L'UDPS était dans l'opposition hier sous le régime de... Mais nous marchons, nous nous exprimons. Oui, vous vous exprimez. Donc aujourd'hui, si la même population essaye d'avoir... Elle est tellement libre. Il faut être aussi... Nous avons instauré, nous contribuons à consolider l'état de droit quand il manifeste, madame, la liberté dont vous jugez dans les médias. Vous ne l'aviez pas pendant les 20 ans. Mais pourquoi vous les connaissez? On signale toujours des arrestations. Non. Il y a certains journalistes quand même qui... Non, pas certains journalistes, je donnais des exemples. Maintenant, vous pouvez avoir ce ton-là, cette puissance-là, madame. En 2006, vous pouvez tenir ce discours devant un représentant du régime qui était là en place. En 2010, vous pouviez parler. Même en 2013, vous pouviez tenir les discours. Non, il faut reconnaître les choses. Ne disons pas non, la population vient de très loin. Les médias, tout le monde aujourd'hui peut s'exprimer. Et les gens s'expriment. Devant la représentation nationale, le ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda, a plaidé pour un budget conséquent pour la recherche. Professeur André Mbata, vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi la recherche scientifique n'est pas considérée comme ailleurs? Parce qu'en RDC aujourd'hui, c'est la politique qui prend la première place. Mais moi, je l'ai toujours dit. Ici, ce pays, nous venons de très loin. C'est-à-dire, quand on vient de très loin. J'ai toujours dit, parlant des universités, et c'est là que parfois des gens s'en prennent aux profs. Mais lorsque je vous dis qu'aucune université de ce pays n'est classée parmi les 200, les 200 premières, on trouve les gens arrogants. Les gens orgueilleux, tous. Mais nous allons... Comment on pense aujourd'hui que les professeurs Mbata est aussi orgueilleux? C'est ce qu'ils pensent. Mais comment? C'est la vérité. Vous êtes orgueilleux? Non. Lorsqu'on vous dit qu'aucune université, madame, les universités, peut-être, vous avez étudié les universités, tout ce que vous voyez, les gens se promener, docteur en tel, professeur en tel. Nous travaillons dans des universités où les conditions ne sont pas bonnes. Et aucune de nos universités n'a valeur sur le continent. Et si on vous le dit, ça devient l'orgueil? Non, il faut être humble et reconnaître. Parce que vous savez, les Congolais aiment trop parler. C'est un peu le mal des francophones. Nous parlons trop. Parler trop, ça devient synonyme du savoir, et ainsi de suite. Revenons à la recherche scientifique. Un pays qui n'accorde pas plus de 5%. Mais vous avez le Sénégal, vous avez l'Afrique du Sud, c'est parfois 20%. Le Japon, c'est combien? Un pays qui n'investit pas dans la recherche scientifique, mais ce n'est pas un pays qui peut se développer. Après le plaidoyer du ministre. Et nous, justement, après le plaidoyer du ministre... Peut-on aujourd'hui s'attendre à un budget conséquent? Le gouvernement de l'Union sacrée et la majorité de l'Union sacrée va donner à la recherche scientifique un budget plus que ce ministère n'a eu pendant toutes les 20 dernières années. Et c'est cela pour montrer la différence. Ok, on attend bien ce budget-là. Aujourd'hui, l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri, le gouvernement, vous l'avez suivi avec son porte-parole Patrick Muyaya, parlait des prouesses des FRDC, mais de l'autre côté, on continue à enregistrer des morts. Comment expliquez-vous ça? Sur l'état des sièges, je crois que vous n'en avez pas beaucoup parlé. Vous savez, tout le monde... On va quand même communiquer autour de l'état des sièges. Je vais vous dire ce sur quoi vous n'avez pas communiqué. C'est sur quoi vous n'avez pas communiqué. Tout le monde s'est plaigné dans ce pays. On dit non, on tue nos compatriotes là-bas, il n'y a même pas de deuil national. On s'est limité à pleurnicher pendant plus de 20 ans, sans agir. Mais vous n'avez pas évoqué ça? Vous n'avez pas évoqué qu'il fallait un gouvernement de l'Union sacrée pour décréter l'état des sièges, qui est prévu dans la Constitution.
On a passé le temps à pleurnicher, nous sommes envahis, mais l'état de siège, c'est l'une des mesures qui convient pour combattre ce type d'insécurité. Vous n'avez pas vu ça? Malheureusement, on enregistre encore des morts. L'état de siège, vous n'avez pas vu l'état de siège. Commencez par reconnaître l'état de siège. On enregistre des morts. On enregistre des morts parce qu'il faut combattre. Mais quand vous chassez les gens, et vous avez entendu le porte-parole de l'armée, mais lorsque vous renvoyez les gens, vous chassez les gens et qu'ils doivent réagir, mais c'est tout à fait naturel. Ils sont en fuite, ils sont en débandade, vous avez entendu le porte-parole de l'armée. Si vous avez maintenu cette situation pendant plus de 18 ans, s'il vous plaît, madame, la guerre, ça pendant plus de 20 ans, la guerre à l'Est. L'Est est même devenu un fonds de commerce politique. Pour certains politiciens, voilà l'Est, voilà l'Est. Alors quand on agit pour l'Est, non, on n'est pas là. Donc, notre armée est déterminée, mais je dois dire une chose. Le combat de l'Est ne concerne pas l'armée. Il concerne qui alors? Toute la nation. Toute la nation. Tout le monde. Les médias doivent accompagner notre armée. La population civile, les intellectuels, les hommes politiques, au lieu de distraire la nation, on doit accompagner notre armée. Donc, la guerre, quelqu'un le disait, c'est une affaire trop grande pour être laissée entre les mains des militaires seuls. On enregistre des tueries pendant que les deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, sont en état de siège. Le président rwandais Paul Kagame n'avait-il pas raison de dire que lui, à la place de Félix-Antoine Tshisekedi, il ferait suivre l'état de siège des actions bien réfléchies et planifiées pour traiter les choses de façon plus concrète? C'est vague, je n'entends rien. Vous faites semblant. Professeur de votre état, comme on n'est pas à comprendre. Mais il parle des actions après avoir décrété l'état de siège. Mais un professeur de son état, lorsqu'un étudiant répond mal. Vous estimez que Kagame répondait mal, mais il a fait une mauvaise proposition. C'est ça le professeur, c'est ça le professeur. Vous n'allez pas comprendre quand quelqu'un est dans des hérésies. Quand quelqu'un est perdu, il est en train de délirer. Ah, Kagame est perdu. Donc je ne veux pas, quand je serai au Rwanda, je pourrais en parler, mais je ne veux pas entrer là-dedans. Je crois que Félix Tshisekedi, président de la République, notre gouvernement a pris la décision qu'il fallait prendre et il faut agir. Mais parce que vous avez parlé du gouvernement rwandais et de Paul Kagame, permettez-moi de dire un mot. Moi, je n'appartiens pas à un peuple de pleurnichards. On dirait que les Congolais et les médias auxquels vous appartenez, et les politiques, Paul Kagame, il fait la vedette. Combien de fois Félix Tshisekedi fait la vedette dans les médias rwandais? Vous êtes déjà demandé combien de fois on parle du président Denis Sassou Nguesso ou bien au Cameroun? Mais il faut faire un peu de médias d'une manière. Mais on parle de lui parce qu'il s'est intéressé à la situation de l'Est. Il a quand même voulu faire des propositions. Vous lui faites trop d'honneur. Vous, en tant qu'une nation, ne passe pas son temps à pleurnicher. Elle doit s'organiser pour assurer sa propre sécurité. Moi, je n'appartiens pas à un peuple qui passe le temps. Lorsqu'on fait des propositions à votre régime, là, on pleurniche. Lorsqu'on vous applaudit, là, vous sortez pour applaudir. Le régime de Félix Tshisekedi avec l'Union sacrée de la nation. Mais lorsque nous avons pris, nous disons ceci, l'état de siège, nous venons de le décréter, vous ne louez même pas l'action. Vous demandez, il y a des curés. C'est quand même une action déjà louée ici. Vous ne suivez pas de près pour la télévision. Dites que pendant plus de 20 ans, nous n'avions pas compris que la Constitution nous donnait un mécanisme. Et quand on dit aux gens qu'il y a des consonalistes, que tout juriste n'est pas consonaliste, il y en a qui crient à l'orgueil. Mais justement, tout le monde n'est pas juriste et tout juriste n'est pas consonaliste. Et la Constitution donnait des remèdes. L'état de siège ou l'état d'urgence, c'était certaines décisions qu'il fallait prendre lorsque la nation était en danger. Félix Tshisekedi, le président de la République, l'a dit, le salut du peuple est la loi suprême. Et devant de telles situations, donc il avait raison de décréter la mesure de l'état de siège. Évidemment, ce n'est pas suffisant. L'état de siège ne réussira pas s'il n'y a pas l'implication de tous. Il faut se le dire. Je venais de vous dire que la guerre, c'est une chose, quelqu'un l'a dit, j'ai emprunté les mots à quelqu'un. La guerre, c'est une chose trop importante pour être laissée aux militaires seuls. C'est toute la nation qui doit s'impliquer. L'état de siège, il faut des mesures d'accompagnement. Donc c'est une affaire nationale. Combattre l'insécurité à l'Est, ce serait irresponsable de croire que c'est une affaire de Félix Tshisekedi, du gouvernement, de l'Union sacrée de la nation, des députés ou des politiciens. C'est une affaire qui nous concerne tous.
amener la sécurité dans notre pays. Mais on a vu quand même différentes couches de la population s'engager à soutenir les FARDC. Donc ça rejoint quand même ce que vous venez de dire, c'est une affaire de tous. Il faut même qu'on les fasse élèves davantage. se sentent aussi engagés. Il faut qu'on fasse davantage. Ça, c'est une question qui nous vient d'un internaute. Certainement, il est en train de nous suivre. Il m'a demandé de vous poser la question. Est-ce qu'au regard des tueries qu'on enregistre pendant cette période de l'état de siège, il n'est pas temps que le gouvernement de Warrior puisse recadrer le tir pour faire face à l'ennemi? Mais c'est-à-dire quoi? Recadrer le tir. C'est-à-dire, nécessairement, quand vous attaquez un ennemi, il réagit. C'est tout à fait naturel. Si quelqu'un vous donne des coups, vous avez tendance à réagir. Si quelqu'un veut vous déloger d'un endroit où vous avez vécu pendant 20 ans, pendant 20 ans, vous étiez dans ces sanctuaires-là. Vous exploitiez l'or, les matières, le coltan, pendant 20 ans. Vous êtes bien installé, quelqu'un vient vous faire sortir de ces sanctuaires, mais vous allez réagir. Et en réagissant, il y aura des conséquences. Vous n'allez pas quitter tout bonnement comme ça un endroit que vous avez occupé pendant 20 ans. Ici, ce qu'il faut faire, c'est que l'armée doit aller de l'avant, le soutien à l'armée doit continuer, notre population doit être du côté de notre armée pour nous soutenir. Parce que vous savez, si vous êtes divisé, si vous êtes distrait, et il y a beaucoup de cas de distraction, l'ennemi risque de répondre. Cas de distraction, lesquels? Il y a beaucoup de cas de distraction, l'ennemi risque de répondre le poids de la bête. Les cas de distraction, lesquels, professeur? Nous en arriverons. Nous allons y arriver plus tard, excusez-moi. Une dernière question avant de prendre un autre dossier. C'est une question aussi des internautes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réaffirmé en octobre 2020 la décision, cette détermination de s'installer donc à Goma. Une promesse non réalisée jusqu'à ces jours. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que Félix-Antoine Tshisekedi avait donc sorti des mots sentimentaux? C'était donc une décision sentimentale. Écoutez, un président de la République, c'est un président de la République. Il y a des mesures de sécurité. Même si vous voulez aller vous installer à Goma, est-ce que la nation autorise qu'il aille là-bas? C'est ça un président de la République. Il faut savoir ce que c'est qu'un chef d'État. Beaucoup de gens ne savent pas la fonction présidentielle. Tout à fait normal. Parce que combien de gens l'ont exercé? Un chef d'État, il se déplace comment, madame? Il n'est même pas libre, si je devais vous dire des choses. Mais il faut que des équipes de sécurité vous assurent, sinon on vous interdit même de sortir. Joe Biden, le président américain, il ne va pas prendre l'avion n'importe quand il veut y entrer. Parce que le président, il représente la nation, le chef de l'État. Il représente plus de 100 millions de Congolais. Quand il va à Goma, ceux qui sont à Matadi ont besoin de lui. Quand il va à Bukavu, ceux qui sont en Bandaka veulent le voir. Quand il va à Lubumbashi, ceux qui sont à Kananga ne l'ont pas encore vu, ils ont besoin de le voir. Quand il se déplace, il va à Libenge par exemple, ceux qui sont à Bandundu ont également besoin de lui. C'est ça être un chef de l'État, il représente la nation, ce n'est pas des choses à la légère. Donc, et puis, ce qui est le plus important là-bas, ce n'est pas de voir le président de la République chaque jour pour le contempler ou pour le saluer ou pour chanter pour lui. Le plus important, c'est ce qu'il a fait, combattre l'insécurité, et les premières mesures qu'il a prises, décréter l'état de siège et l'accompagner. C'est ça le plus important. Notre population à l'Est n'a pas besoin de voir le président Félix Tshisekedi dans les rues de Goma. Mais c'est lui-même qui l'avait dit. Bon, il l'avait dit, mais il a pris une mesure. Et là, il se rend à Goma. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est combattre l'insécurité. Le président de la République se rend à Goma après le séjour du gouvernement Samalou Kondé. Est-ce que sa présence sera une réponse à l'insécurité? Je venais de vous répondre. Le plus important, ce n'est pas la présence physique du chef de l'État. Le plus important, c'est qu'il amène des solutions. C'est sûr qu'il est le commandant suprême des forces armées. Lorsqu'il va là-bas, il va galvaniser nos troupes. Il va réarmer le moral de nos troupes. Et dans la mesure du possible, les équiper davantage pour les encourager à bouter l'ennemi hors du territoire national et à remettre la paix sur cette partie de notre pays. Madame, Messieurs, un autre dossier, le communiqué du président du MLC. Le président du MLC suit de près la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo.
À travers ce document, ce membre de l'Union sacrée de la nation dénonce des discours séparatistes haineux tenus par certains politiciens. Pour Jean-Pierre Bemba, il s'agit des messages qui portent atteinte à la cohésion et l'unité nationale. Des messages qui font reculer la paix et la stabilité, a fait savoir le numéro 1 du MLC. Des communautés congolaises entières en payent déjà le lourd tribut des guerres et des foyers de tension qui les déchirent. Je condamne donc avec la dernière énergie tout acte et discours visant à s'aimer le tribalisme et inciter le peuple congolais au séparatisme, renchérit Jean-Pierre Bemba. Ce dernier soutient qu'en ces moments d'état de siège où l'armée de la République démocratique du Congo lutte contre les groupes armés, le pays s'est engagé à rétablir la paix, notamment dans sa partie est et dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. À cet effet, Jean-Pierre Bemba exhorte la population de la République démocratique du Congo à vivre dans la cohésion, la paix et l'unité. L'ineffectivité de voies des recours, le trafic d'influence, tels sont notamment les mots qui rongent la justice congolaise. L'Association congolaise pour l'accès à la justice a, via son rapport couvrant la période allant de janvier 2019 à mai 2021, soulevé que la corruption, les détournements des deniers publics et les blanchiments des capitaux ont été parmi les facteurs qui ont entravé les bons fonctionnements de la justice. Nous avons noté que parmi tous les mots qui rongent le fonctionnement de la justice, il y a le fait que les voies de recours sont aujourd'hui ineffectives, c'est-à-dire qu'elles ne servent pas en réalité aux citoyens pour accéder à la justice. Deuxièmement, le rapport démontre que la justice de notre pays fait l'objet de beaucoup de trafic d'influence. Le rapport a mentionné le fait que la justice ne s'engage pas assez dans la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et les blanchiments des capitaux. Quant aux recommandations, Georges Kapiamba, coordonnateur d'ACAJ, préconise une dotation budgétaire autonome au pouvoir judiciaire. Le gouvernement et le Parlement de notre pays, cette fois-ci, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature, arrivent à résoudre la question de l'application de l'article 149 de la Constitution qui reconnaît au pouvoir judiciaire d'avoir une dotation budgétaire autonome. Et il faudrait que cette fois-ci, c'est-à-dire d'ici le mois de septembre, que le Conseil supérieur de la magistrature élabore son budget personnel et que celui-ci soit intégré dans le budget général. Il ne faudrait plus qu'il y ait des coupes, comme on entend toujours parler, en commençant par le gouvernement jusqu'au Parlement, qui réduisent presque à rien ce qui doit revenir au pouvoir judiciaire. La CAJ recommande par ailleurs une réforme de la réorganisation du mécanisme des immunités. Professeur André Mbata, quelle est votre réaction à chaud face à ce communiqué du président du MLC? Bon, mais le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui condamne des appels au tribalisme, au sectarisme, et qui appelle à l'unité de notre pays, de la nation, pendant que nous sommes confrontés à des difficultés énormes dans la partie est du pays, mais je crois que c'est un communiqué responsable, un leader politique responsable, parce que ce qu'il nous faut, ce pays a besoin de l'unité, ce pays a besoin de la paix, ce pays n'a pas besoin de division. Je crois que cela est très important. Le Congo reste un et indivisible, et il faut également qu'au sein de la population congolaise, le discours de haine, le discours de division cède la place à l'unité et à la paix, à la solidarité nationale. Dès lors que nous connaissons que chaque Congolais reste attaché à son parti politique, société civile de notre côté, est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'on parle de l'unité en République démocratique du Congo? Mais pourquoi pas? Le Congo n'est pas le seul pays qui a plus de partis politiques. Regardez le Nigeria, c'est toujours le Nigeria, quel que soit le nombre de partis politiques. Donc la nation, c'est ce qui nous unit tous. C'est ce qui nous est, c'est au-dessus des partis politiques, au-dessus des confessions religieuses, au-dessus de nos organisations. Vous restez un seul peuple et une seule nation, et ça c'est très important. Si pas cette troisième vague de la Covid-19, le relique de l'ancien
donc du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, devrait être rapatrié en République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, on voit deux familles des deux personnes qui étaient avec Patrice Emery Lumumba qui se sont aussi levées pour demander aussi le rapatriement des reliques de Polo et Okito. Oui, voilà, Polo et Okito. Vous ne pensez pas que les reliques de toutes ces trois personnes devaient être rapatriées le même jour? Bon, les reliques devaient être rapatriées, mais pas nécessairement le même jour. Pas nécessairement le même jour. Les familles exigent que le tout soit rapatrié le même jour parce qu'ils ont été assassinés le même jour. Mais il faut tenir compte du fait. Lumumba, ce n'est pas n'importe qui. Même si vous êtes assassiné le même jour, nos compatriotes ont rendu des services énormes à la nation. Ils se sont sacrifiés pour la nation, mais l'histoire retiendra que le héros national, c'est pas quand même Lumumba. Ils peuvent être rapatriés le même jour, mais vous ne monterez pas nécessairement dans le même avion. C'est tout à fait normal même aujourd'hui. Prenez un avion aujourd'hui avec votre DG ou avec le président de la République. Vous pouvez voyager le même jour, mais pas nécessairement dans le même avion, parce qu'il y a aussi des questions de protocole. Lumumba, c'est le héros national, c'est l'ancien premier ministre de ce pays du Congo indépendant. Donc, nos compatriotes ont raison que les reliques des autres de ses compagnons soient également rapatriées dans notre pays. Mais exiger que ce soit le même jour, à la même occasion, je crois que ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est que ces reliques soient ramenées chez nous pour recevoir les hommages de la nation. Mais on doit aussi comprendre que Lumumba, lui, a droit à un traitement particulier compte tenu du rôle qu'il a joué dans l'histoire de notre pays. Place au dernier dossier. Ce dossier qui va donc se focaliser sur la nouvelle loi de la Commission électorale nationale indépendante. La SYNCO et l'ECC s'engagent à accompagner les réformes électorales en tant que partie prenante importante du processus électoral. Dans un communiqué conjoint, les deux organisations félicitent les bureaux de l'Assemblée nationale et les députés nationaux d'avoir adopté la proposition de la loi organique de la CENI. Mais elles déplorent le fait que la composition de la plénière de la CENI reste disproportionnée entre la composante politique et la société civile. C'est pourquoi les deux organisations recommandent que le nombre de délégués à la plénière respecte le principe des proportionnalités et que la société civile soit majoritaire dans le bureau de la commission électorale. D'autre part, la SYNCO et l'ECC saluent avec grande satisfaction la sagesse des sénateurs qui ont rencontré les préoccupations de la population sur la dépolitisation de la machine électorale et les renforcements de ces mécanismes de contrôle. Elles insistent auprès des élus de préserver l'engagement sacré de doter la RDC d'un processus électoral crédible, transparent, inclusif et apaisé. Pour finir, la SYNCO et l'ECC appellent les peuples congolais au patriotisme, à l'unité nationale et à la défense. Depuis l'adoption de la loi sur la Commission électorale nationale indépendante par la Chambre basse du Parlement, un débat s'est invité dans l'opinion. Au cours de cette rencontre avec la presse, la commission PAJ de l'Assemblée nationale a tenu à éclairer les zones d'ombre sur la loi organique de la centrale électorale. Cette loi assure la protection, ça n'a jamais existé. La protection des membres de la CENI contre les pressions des tiers. L'institution de la sanction collective et individuelle de la déchéance des membres de la CENI. Il y a l'institution de la sanction de la démission des membres de la CENI en cas du non-dépôt du rapport à l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session du mois de mars. Et c'est dans 45 jours ouvrables. Dans cette proposition de loi, il y a eu des innovations importantes. La société civile qui avait 3 membres jadis, elle passe de 3 à 5. Et la société politique a 10 membres. Et on s'en répartit à raison de 6 pour la majorité et 4 pour l'opposition. En adoptant cette loi, le président de la dite commission affirme que l'objectif est la tenue des prochaines élections dans le délai. Le président de la République, l'Assemblée nationale, sous la direction de son bureau, l'ensemble des députés nationaux, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Et c'est pourquoi, au niveau de la commission, nous avons tenu à accélérer ce processus pour que nous allions aux élections qui soient véritablement démocratiques, libres, transparentes. À en croire le député national André Mbata, cette loi reflète la volonté du peuple.
Il rejette cependant les propos selon lesquels il s'agit d'un coup d'État contre la République. Si vous dites que c'est un coup d'État contre la République, il faut d'abord se remettre qu'est-ce que c'est que la République? Est-ce que la République c'est une confession religieuse? Est-ce que la République c'est une organisation de la société civile? Non, mais l'Assemblée nationale qui a adopté, c'est une institution de la République. C'est un coup d'État contre la République et je comprends moi qu'il y a un problème au niveau de l'entendement du mot République. Voilà la proposition de loi. Nulle part, il n'a jamais été question de la dépolitisation parce qu'ils étaient conscients qu'une institution d'appui à la démocratie qui est elle-même un concept politique par excellence, une institution d'appui à la démocratie ne peut pas être apolitique. La commission PAJ reste cependant ouverte, a déclaré son président André Mbata. La Chambre haute du Parlement vient d'adopter la loi de la Commission électorale nationale indépendante en des mêmes termes que la Chambre basse du Parlement. Professeur André Mbata, pourquoi cette nouvelle loi fâche la société civile, particulièrement la SENCO et les CC? Bon, d'abord, il faut féliciter le Sénat, la Chambre haute. Donc, on n'a pas ajouté, ils ont adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de divergence, pas une seule divergence sur une virgule. Un point virgule ou une exclamation. Dans les termes parfaitement identiques. Eh bien, ce qu'il faut dire, il faut féliciter donc les membres du Sénat. Bon, j'espère aussi que la SENCO et les CC qui avaient félicité les sénateurs doivent également les féliciter parce qu'ils viennent de voter cette proposition de loi. Et vous avez suivi vous-même dans leur communiqué qu'ils avaient tenu à féliciter les sénateurs. Je crois que le moment est venu maintenant que ces deux confessions religieuses puissent également les féliciter. Et je ne sais pas si vous reviendrez au communiqué en question. Mais je ne sais pas parce qu'on en a trop parlé. Mais pourquoi d'abord ils ne sont pas d'accord avec vous alors qu'au départ tous vous étiez d'accord pour des réformes? Tous, c'est qui? Nous ne sommes pas des confessions religieuses. Non, c'est toutes les parties, hein. Oui. On dit tous, toutes les parties. Oui. Parce que vous avez eu quand même des entretiens avec les confessions religieuses lorsque cette loi, la loi qui a été initiée par l'actuel ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, oui. Il y a eu quand même des discussions. Toutes les parties prenantes à ces discussions étaient quand même d'accord. Mais et parmi ces parties, on a vu les CC, on a également retrouvé la SENCO. L'honorable Lutundula, les réformes d'abord, il y en a eu. Le rapporteur de la commission, je crois il a été suivi par vos téléspectateurs. Il a énuméré un certain nombre de réformes qui ont été réalisées. Il faut dire une chose. Lorsqu'on parle de réformes, on ne fait pas ce qu'on dit en anglais tabula rase. On ne terrasse pas tout. Réformer, c'est quoi? C'est une loi qui modifie et complète. Les gens doivent un peu avoir cette idée-là. Qu'on réformer, ce n'est pas faire tabula rase. On va changer des dispositions, une chose, 3, 4, 5, c'est ça réformer. Parce que très souvent, j'ai dit, il ne faut pas faire... Mais pourquoi ne pas tenir compte des amendements des autres confessions religieuses? Mais c'est une proposition, non? Est-ce qu'une proposition, c'est une obligation? Vous faites un amendement. Et l'amendement peut être retenu ou rejeté. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Je dois dire aussi une chose, madame. Je crois que l'un des défauts de nos hommes, nos femmes et nos hommes de presse, c'est la généralisation. Quelle confession religieuse? Et c'est SENCO. Il y en a combien? Il y en a 8 là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a 8 confessions religieuses? 8. Et vous avez un communiqué de 2. 2 sur 8. Pourquoi vous ne vous posez pas la question où sont les musulmans? Pourquoi vous ne vous posez pas la question où sont les Kimbangis et ils ne sont pas une confession religieuse? Mais ils sont au nombre de 8. Pourquoi est-ce que cette gymnastique-là élémentaire à faire? Donc voilà, nous avons un communiqué et SENCO, ça fait 2 confessions religieuses. Dans cette structure-là, ils sont 8. Où sont les 6 autres? Que pensent les 6 autres? Ça ne vous intéresse pas? Ça n'intéresse pas les médias? Où sont les 6 autres? Non, je crois qu'il faut nuancer les choses. Il faut leur demander, vous faites des amendements. Et d'abord, ils ne peuvent pas faire des amendements. Je dois dire une chose, madame. Ça, c'est très important. Vous savez, même dans le monde religieux, chacun a reçu un ministère. Vous pouvez avoir reçu le ministère de prophète. Un autre a le ministère des pasteurs. Un autre, c'est un chantre.
Mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. C'est comme ça dans la société. Vous ne pouvez pas être en même temps prophète, en même temps chantre. Non. Les ministères sont donnés, les dons sont donnés. Ici, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Vous avez les partis politiques. Qu'est-ce qu'on entend par un parti politique? Le parti politique, sa fonction essentielle, c'est quoi? C'est accéder au pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. C'est ça ce que c'est qu'un parti politique, globalement la mission. C'est ça son parti. Quelle est la mission d'une confession religieuse? Mais c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est convertir les âmes. Aujourd'hui, le professeur Mbata tient un discours qui lorsque les CC, la Senco vous accompagnez dans vos démarches. Ils accompagnaient qui? Ils accompagnaient qui? Moi, je dois dire, moi j'étais la société civile. J'ai dirigé une organisation. J'ai dirigé avec des amis dans la transition sans Kabila demandé. Ils ne m'ont pas accompagné, nous étions ensemble. Donc ne disons pas les choses, laissez tout ça. Et puis il faut une précision lorsque vous faites ces choses. À l'église catholique, il n'y a pas de militants de l'UDPS. Les députés qui votent à l'Assemblée nationale, chère madame, qu'on se regarde dans les yeux. Les députés là-bas, le président de l'Assemblée nationale ne va pas à l'église catholique tous les jours. Le Sénat qui vient de voter la même loi. Là, je parlais de l'honorable Mbosso, Christophe Mbosso. Maintenant, je parle du Sénat, dirigé par l'honorable Modeste Bahati. Ce n'est pas un fervent catholique pratiquant. Finalement, l'église aussi, c'est quoi? Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne vais pas à l'église. L'église, c'est une structure. Qu'est-ce que c'est que l'église de Dieu? Donc ça, ce sont des questions fondamentales sur lesquelles il faut se concentrer. Vous croyez au Sénat, là-bas, il n'y a pas de protestants de l'ECC? Mais quand pas que l'ECC, il y a aussi la Mouka qui n'est pas d'accord avec vous. Non, non, finissons d'abord avec ça. Vous croyez que les députés, là, ce sont des athées? Mais ils appartiennent à l'église. Mais c'est eux qui disent ça, ça vient de nos chefs d'église, ça ne passe pas. Parce qu'eux ne font pas la politique. Vous, votre mission, occupez-vous de ce que vous faites. D'abord, c'est... Je ne dis pas que les églises ne peuvent pas se préoccuper, tout le monde doit s'occuper de la politique. Mais la mission principale des confessions religieuses, c'est de pécher le royaume. Mais ce n'est pas à longueur de journée. Ces confessions religieuses sont également à la recherche du bien-être de leur population. Oui, c'est ça aussi la mission. C'est ça, il faut le reconnaître cela. Personne n'a jamais contesté cela. Voilà pourquoi ils s'inquiètent de la nouvelle loi, parce qu'ils estiment qu'elle ne reflète pas la volonté. Si vous êtes en démocratie, vous signez un communiqué, vous êtes confession religieuse, des hommes et des femmes de Dieu. SCC et Senco, où sont les 6 autres? Vous ne pouvez pas poser cette question-là. Où sont les 6 autres? Donc il n'y a que 2 là-bas. Et puis entre-temps, nous avons aussi un problème, parce que quelqu'un a parlé de coup d'État contre la République. J'ai dit qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui est de la République. Contre la République, en adoptant cette loi qui on dirait, revient sur l'ancienne configuration avec le régime. J'ai dit ceci. La République, c'est la laïcité. Et d'ailleurs, je dois reconnaître quelque chose que peut-être nous n'avons pas bien fait. On a trop politisé les confessions religieuses. Ah, vous avez trop politisé les confessions religieuses? Nous y avons contribué. Ah, ok. Il ne fallait pas le faire. Parce que dites-moi en vertu de quoi, par exemple, SCC peut parler, où sont les églises de réveil? Et elles ne sont pas de confession religieuse? Et qui a donné mandat à 2 confessions religieuses de parler pour toutes les confessions? Nous parlons de la démocratie, non? Vous avez déjà vu toutes les confessions religieuses de la République du Congo se réunir pour vous donner à vous le mandat pour parler en leur nom? Ça aussi, ça c'est la démocratie. Vous parlez en quelle qualité? Parce que même les chrétiens, nous les chrétiens, nous avons donné mandat à nos pères spirituels, et protestants ou catholiques, d'aller dire cela. Non, il faut aller au fond quand vous posez des questions, les confessions religieuses. Vous êtes catholique ou vous êtes protestant? Vous avez donné mandat à l'évêque? Non, soyons sérieux. Ça fait 2 confessions, 6. Vous n'avez pas entendu, parmi les 6, vous en avez entendu d'autres? Vous avez entendu les Kimbangis, ils sont moins confession, ils sont moins une confession religieuse, les musulmans et les autres? Non. Soyons modestes. Voilà la faute, c'est ce que je reconnaissais. L'article 1er de la Constitution dit
La RDC, c'est un État laïque. Et nous respectons beaucoup les confessions religieuses. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour réduire le travail de confession religieuse, parce que moi, j'en ai bénéficié. Nous reconnaissons tout le travail qui est fait par les CC et par les autres. Mais qu'est-ce que nous avons mal fait et qu'on pouvait changer? Ah, vous voulez changer ce que vous avez fait. Nous pouvions fait. changer, je parle à titre personnel. Pourquoi réserver la présence de la CENI aux confessions religieuses? Pourquoi? Parce que tous les 3 cycles, vous avez l'abbé Malumalo, vous avez Ngolmununda, l'autre c'est le Tenabe, l'autre c'est un évêque. Tous ces cycles ont échoué. Est-ce qu'on est déjà venu devant vos médias pour faire un mea culpa, pour dire nous, confessions religieuses, nous demandons quand même pardon à la nation. Regardons la nation et regardons la parole, mettant la parole sacrée sur la table. Nous demandons pardon à notre peuple parce que le premier cycle électoral qui a mal marché, c'était quelqu'un de nôtre. Le deuxième, est-ce qu'on a déjà demandé ce pardon-là? Soyons donc modestes. Ne soyons pas des donneurs de leçons. Je dis ceci, est-ce que vous savez, est-ce qu'il n'y a qu'au Congo qu'il n'y a que des confessions religieuses? En Afrique du Sud, vous allez en Afrique du Sud, vous voyez, de ces questions-là que vous me posez, allez au Nigeria. On a aujourd'hui le G13. Dans le G13, on retrouve certains membres de l'Union sacrée de la nation, mais qui ne sont pas d'accord avec cette nouvelle loi électorale. Est-ce que vous pensez que déjà le départ, selon certaines personnes, ne garantit pas des élections crédibles, apaisées? Vous ne craignez pas qu'on puisse revivre ce que nous avons vu avec des élections passées? Je vais arriver, j'étais en train de dire, il faut dépolitiser les confessions religieuses. Dépolitiser les confessions religieuses? C'est ça le vrai débat. Il faut dépolitiser au lieu de parler... Alors que vous venez encore de laisser la présidence de la CENI à la société civile. C'est ça, personnellement, au lieu de trop parler, je crois qu'il faut changer dans votre communication. Au lieu de dépolitiser la CENI, ce qui est impossible, c'est politique. Faisons tout pour dépolitiser les confessions religieuses et la société civile. Parce que lorsqu'à la longueur de journée, des confessions religieuses, ils ne parlent que des élections comme si, disons, les élections, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Non, on doit aller au-delà. Il faut dépolitiser la société civile. Il faut dépolitiser les confessions religieuses au lieu de tout parler, on a politisé. Il faut dépolitiser cela. Et vous savez comment on a politisé ça? Nous autres politiciens, comment on a dépolitisé? On a contribué à politiser d'abord par l'origine. J'ai un étudiant qui finit ça. Comment vous avez contribué? J'ai un étudiant qui finit une thèse de doctorat sur l'église et la politique au Congo. C'est depuis l'avènement des églises que ça a été politisé. Et lorsque, si vous allez à l'église aujourd'hui, n'importe laquelle, moi je suis député national, vous êtes journaliste. Est-ce que vous n'allez même pas occuper la même place que moi? Mais tous justement parce qu'on... Allons avec vous, allons ensemble dans... Dimanche, c'est demain, allons à un culte. On va les réserver la première place. C'est ça, il faut reconnaître aux politiciens leur travail, nos confessions religieuses, avec tout le respect que nous devons à nos pères spirituels. Ils font beaucoup de travail, nous les adorons, nous les aimons bien, mais dans la sphère politique, qu'ils prennent des réserves. Parce que ceux qui ont voté la loi, mais ce sont des députés qui sont catholiques, qui sont protestants, qui sont kimbanguistes. Une dernière question, voilà. Parce qu'on est pratiquement à la fin. On a l'article 224 de la Constitution qui consacre l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Mais la nouvelle loi, on retrouve 6 membres pour la majorité. On a 4 membres pour l'opposition. Est-ce que vous pensez que de cette manière-là, la CENI sera indépendante? Il faut d'abord bien lire la loi, parce que ces membres-là, dès qu'ils sont désignés, ils n'existent plus. Le rapporteur de la commission l'a dit. C'est une innovation que vous apportez. Beaucoup d'innovations, vous les avez suivies. Dès que vous êtes à la CENI, vous n'appartenez plus à votre parti politique. Non. Et puis, je voudrais aussi vous dire ceci, madame, mais l'indépendance, que nous comprenions, lorsque vous allez dire ces choses, il y a des gens qui sont frustrés. Mais l'indépendance, c'est quoi? L'indépendance n'est jamais absolue. Lorsque vous dites que la CENI, les membres de la CENI sont entérinés par les députés nationaux. Donc, vous les désignez, mais qui les entérinent, ce sont les politiciens qui sont députés nationaux. Dites-moi, quel est le niveau d'indépendance? Lorsque vous dites que les membres de la CENI, à la fin de compte, ils sont investis par le président de la République, qui est une institution politique,
Et vous allez parler de la dépolitisation. Non, soyons, c'est pourquoi certains concepts doivent être bien compris. Et puis disons ceci, il n'y a pas que la CENI. Mais le CESAC, vous appartenez au CESAC. La loi sur le CESAC dit aussi que le CESAC est indépendant. Mais les membres du CESAC, je vous l'apprends, je ne veux pas vous l'apprendre puisque vous êtes une grande journaliste, le CESAC est aussi indépendant comme la CENI. Ce sont les deux institutions, même statut constitutionnel, même statut. Mais vous savez comment sont nommés les membres du CESAC? Un par le président de la République, 2 membres par l'Assemblée nationale, 2 par le Sénat. C'est ça la loi sur le CESAC qui dit le CESAC. Pourquoi vous ne parlez pas de CESAC? Je ne finis pas là. Madame, le pouvoir judiciaire, on dit qu'il est indépendant. Est-ce que les juges sont élus? Qui les nomme? Mais on dit que le pouvoir judiciaire, donc les concepts qu'on utilise, on doit pouvoir les maîtriser. Cette CENI, l'indépendance ne vient pas du fait que tel nombre de membres viennent de ceci. Non, je vous ai déjà dit, dès qu'ils viennent de ces composantes-là, mais ils cessent d'appartenir à ces composantes, ils ne participent plus aux activités comme on l'a vu dans le passé. Et ça, c'est l'une des innovations que nous avons tenu à introduire. Il y a eu réforme, qu'on cesse la distraction inutile. Je crois que nos églises et nous ont plus de choses à nous prêcher la parole de Dieu, car au lieu de s'aimer des choses qui risquent d'amener des conflits. Je crois que l'église du Seigneur, à laquelle j'appartiens aussi, c'est la paix. La nouvelle loi de la Commission électorale nationale indépendante attend donc sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le professeur Mbata, en tant que président de la commission PAJ, vous avez dit la commission reste ouverte. C'est-à-dire quoi? Et ça sera votre mot de la fin? Le mot de la fin, à ce stade, c'est une... je dois vous remercier parce que c'est la Vous avez d'abord dit que la commission PAJ reste ouverte. C'est-à-dire quoi? Et ça sera bien votre mot de la fin. La commission PAJ reste ouverte, c'est-à-dire pendant les débats. Nous avions la société civile. Avant d'arriver à la plénière, la société civile était avec nous. Même certains députés que vous évoquez, G13 ou G20, ils étaient avec nous. Même celui que dont vous n'avez pas mentionné les noms. Il était avec nous. Mais lorsque vous donnez un amendement, il n'est pas retenu. Certains ont été retenus. On trouve qu'un amendement n'est pas fondé, il est rejeté. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Lorsque vous êtes une église ou une société, vous avez fait une recommandation, je l'ai dit. Une recommandation, ce n'est pas une obligation. C'est une proposition. C'est à prendre, on examine. Dit non, on n'a pas pris notre recommandation. Non. Donc nous restons ouverts comme commission PAJ et nous allons continuer à l'être. Et je salue vos téléspectateurs. J'aurais souhaité répondre à toutes les questions, mais malheureusement on n'a pas eu trop de temps. Je suis venu moi pour répondre à toutes les questions sur la CENI. Malheureusement, j'espère que vous aurez d'autres éclaircissements ailleurs, mais je tenais à le faire. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de cette émission rétrospective de la semaine Info 7. Merci pour votre fidélité, merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Merci d'avoir été des nôtres. Surtout, n'oubliez pas, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir.